Bonsoir à tous, merci d'être là pour ce Skeptics in a Pub un peu exceptionnel. Je vais laisser la parole à Nick Stevens, qui est donc docteur en philosophie et qui va nous présenter la notion de conscience en philosophie. Bonne conférence à tous et à toutes. Merci beaucoup au comité Para pour cette invitation. Et donc d'abord un petit mot pour situer peut-être l'intérêt de parler de la philosophie de la conscience dans un cadre sceptique et je pense un cadre où on a plus l'habitude aussi de parler de thèmes scientifiques. Je veux justement en premier lieu faire le lien entre science, philosophie et scepticisme. C'est bien connu que Aristote disait que la philosophie naît de l'étonnement. L'étonnement, c'est-à-dire le questionnement par rapport aux choses qui nous entourent, le questionnement par rapport à notre propre existence. Et quand il parlait de philosophie, il entendait en général le désir de connaissance, l'amour de la connaissance, le désir de la connaissance. Donc ça incluait ce qu'on appelle maintenant la science et ce qu'on appelle maintenant la philosophie. Et d'ailleurs, quand il voulait parler plus précisément de ce qu'on appelle maintenant philosophie, il disait plutôt philosophie première. Et cette philosophie première, elle était censée s'interroger sur les fondements de toute connaissance. Donc, comment ça se fait qu'on peut connaître et qu'est-ce qu'il y a à connaître? Donc, qu'est-ce qui existe vraiment? Comment est-ce que nous, on existe? Comment on est en lien avec ce qui existe? Donc, vraiment des questions de fondement pour justement assurer que la connaissance soit vraie et ne soit pas illusoire. Et donc, en gros, c'est encore ce qui définit la philosophie, c'est le fait de s'interroger sur des fondements, aussi bien, disons, les structures générales de ce qui existe que les fondements de notre propre capacité à connaître et de notre propre existence d'une manière générale. Donc la philosophie, elle a eu comme moteur, un de ses moteurs principaux en tout cas, les interrogations sceptiques. Dès le début dans l'Antiquité grecque, il y avait du scepticisme qui venait aiguillonner les philosophes en leur faisant des objections parfois très radicales. Et par exemple, Platon et Aristote, ils ont fait leur plus brillante démonstration pour répondre à un certain scepticisme qui venait de ceux qu'on appelait à l'époque les sophistes, et notamment Gorgias, qui disait, dans son traité qu'on a appelé après du non-être, rien n'est, et même si quelque chose était, on ne pourrait pas le connaître, et même si quelque chose était et qu'on pouvait le connaître, on ne pourrait pas le communiquer. Et après, les philosophes, ils doivent reconstruire là-dessus. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que, justement, partir de la conscience a été une méthode pour pouvoir répondre à ce type de questionnement radical. C'est ça tout l'intérêt de partir de la conscience. Donc c'est ça que je vais essayer de montrer, non pas en remontant à l'Antiquité, mais en commençant par Descartes, parce qu'il a constitué une étape vraiment très importante dans ce courant, et ensuite en passant au fondateur, disons, du courant phénoménologique en tant que tel, Husserl. Descartes, comme vous savez peut-être, il cherchait à appuyer les sciences sur un fondement sûr, et d'autant plus qu'il se méfiait des sensations, de nos sens. Nos sens nous trompent, c'est bien connu, et puisqu'ils me trompent parfois par des hallucinations, des illusions d'optique que je peux très bien connaître, mais qui me dit qu'il ne me trompe pas tout le temps, et qui me dit, hyperbolique encore plus, qui me dit que je ne suis pas en train de rêver alors que toutes mes sensations me disent que je suis là assis au coin du feu. Qui me dit que je ne suis pas en train de rêver? Donc, dans cette incapacité à se fier aux données immédiates, sur quoi est-ce qu'on peut appuyer toute la construction de la connaissance scientifique? Bon, parce que vous savez que Descartes, c'est un grand scientifique, je veux dire, ça lui importait beaucoup. Et ce qu'il trouve comme roc indubitable qu'il cherche, comme certitude absolue, c'est ce qu'il appelle le cogito, donc je pense en latin, mais ce je pense, il faut le comprendre d'une manière très très large. C'est pas juste la pensée au sens strict, c'est n'importe quel acte de type je vois, j'entends, je pense, j'imagine, je présume, je doute, j'espère, je désire. N'importe quel acte qui m'arrive à moi, que moi j'accomplis, en fait je suis sûre que cet acte existe. Je peux dire, je ne sais absolument pas s'il a des objets réels ou des objets fictifs. Je ne sais pas si je fais cet acte en étant en train de rêver. Je ne le sais pas. Mais le fait que je fais cet acte, je ne peux pas en douter. C'est une certitude. Et en outre, je peux dire aussi, un peu plus, c'est que si je fais cet acte, c'est que je suis. Et je pense donc je suis. C'est que je suis, c'est que j'existe. Parce que si je n'existais pas, et je n'aurais aucun acte, il ne m'arriverait rien, je n'aurais aucune conscience. Et donc, de temps en temps, mais rarement,
Descartes utilise le mot conscience pour dire ça, ou l'adjectif latin conscius, je suis conscient de quelque chose. Il l'utilise rarement, probablement parce qu'il y a une trop grande ambiguïté avec la conscience morale. D'ailleurs en français cette ambiguïté reste, et elle est souvent d'ailleurs une raison de malentendu. Je veux dire, la conscience dont on va parler ici n'a rien à voir avec la conscience morale, bonne conscience, mauvaise conscience, rien à voir. D'ailleurs dans d'autres langues, il n'y a pas cette ambiguïté, il y a deux termes différents, notamment en allemand. Donc Descartes peut aller jusque-là et il peut dire que c'est un roc indubitable parce que même si on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas un Dieu bienveillant qui nous a créés, mais au contraire un mauvais génie, le malin génie, même s'il y a un mauvais esprit qui nous a créés et pas un Dieu bienveillant, et qu'il fait en sorte que chaque fois que je pense quelque chose, en fait je me trompe, même si c'est le cas, il ne peut pas faire que je n'ai pas d'acte de conscience et il ne peut pas faire que je n'existe pas. Donc là, on a bien quelque chose de sûr. Et alors, on est censé reconstruire à partir de là, mais le problème avec Descartes, et c'est sa limite, c'est là qu'on va le quitter, c'est que lui, il ne peut pas aller plus loin sans introduire des preuves de l'existence de Dieu. Il a vraiment besoin de la garantie divine pour pouvoir atteindre une vérité, pour pouvoir reconstruire la science vraie. Donc on le quitte là et on passe directement à Husserl en faisant un saut dans le temps. Alors il y a des tas d'intermédiaires qui seraient très intéressants, comme Hegel, comme Kant, mais bon, ok. Admettons qu'on fait ici quelque chose d'introductif et resserré. Et donc Husserl, tout au début du XXe siècle, propose de reprendre la démarche cartésienne, de reprendre le cogito et de le développer en une nouvelle méthode qui va permettre directement une construction scientifique à partir donc de la conscience, des vécus de conscience. Et cette méthode, il l'appelle la méthode phénoménologique et elle commence par la suspension phénoménologique, donc en grec, époché, la suspension. Et qu'est-ce qu'on va suspendre? En fait, il s'agit de suspendre toute croyance dans l'existence du monde extérieur, toute croyance dans tout ce qu'on a appris, dans tout ce qui nous est familier, dans toute cette habitude d'avoir affaire à un monde réel, à des gens, à des autres, etc. Donc tout ça, on le met entre parenthèses. Ça veut dire qu'on n'en doute pas, nécessairement, on n'a pas besoin d'en douter, on ne dit pas que ça n'existe pas, on ne prend juste pas position, on le laisse sur le côté et on se concentre sur ce qui est certain pour nous, puisque ça c'est du non certain. Donc on se concentre sur ce qui est certain pour nous. Donc on se concentre sur nos vécus de conscience. Donc Husserl il appelle plutôt des vécus, ce que j'ai appelé actes, mais il dit aussi actes de temps en temps. Bon, toutes les cogitationes de Descartes, donc toutes les cogitations, les actes de pensée au sens large. Il les appelle des vécus de conscience. Et il dit donc on va se concentrer sur ces vécus purs, c'est-à-dire donc débarrassés de tout ce qui n'est pas sûr. Et les objets alors qui apparaissent dans ces vécus purs, ces objets, on va dire que ce sont seulement des phénomènes, c'est-à-dire littéralement des choses qui nous apparaissent. Et on ne va pas poser ni qu'ils existent, ni qu'ils n'existent pas en dehors de nous. Donc ils existent juste comme des corrélats, ça s'appelle officiellement, des corrélats de la conscience. On va lire ce petit texte-là pour voir le type d'expression que Husserl utilise. C'est un extrait donc, des méditations cartésiennes, alors pour vous dire à quel point il s'inscrit dans la lignée de Descartes. Il a appelé... C'était des conférences données originellement à la Sorbonne en 1929, donc il les a vraiment appelées méditations cartésiennes pour dire c'est bien un prolongement de ça, mais qui va bien au-delà de ce que faisait Descartes. Ce qui par là devient mien, donc par là ça veut dire par la suspension phénoménologique, devient mien à moi, sujet méditant, c'est ma vie pure avec l'ensemble de ces états vécus purs et de ces objets intentionnels. Intentionnel, ça veut dire l'intentionnalité de la conscience, c'est que toute conscience est conscience de quelque chose. Vous n'avez jamais une conscience qui ne soit de rien. J'ai toujours conscience d'un objet quelconque, ou j'ai conscience d'être dans un état quelconque, mais il y a toujours un contenu dans cette conscience. Vous ne pouvez pas avoir une conscience sans contenu, quoi. Donc, c'est ça qu'on appelle l'intentionnalité. C'est le fait qu'elle nécessairement, elle est en rapport avec ce qu'on appelle des objets. Et dans tout ce cadre, un objet, ce n'est pas du tout une chose concrète ou matérielle, c'est juste ce contenu justement de la conscience, ou ce corrélat de la conscience, c'est tout, rien de plus.
Donc, ma vie pure avec l'ensemble de ces états vécus purs, le pur signifie donc que j'ai écarté toute connaissance préalable, toute croyance en l'existence des objets du monde, et en outre, j'ai fait aussi cet exercice sur moi-même, c'est-à-dire j'ai écarté tout ce qui relève de mon moi psychophysique. Donc le fait que j'ai un corps matériel qui est fait des mêmes matériaux que le monde, le fait que j'ai un psychisme qui a toute une histoire, une formation en relation avec la culture de la société, etc. J'écarte tout ça. Enfin, tout ça, je le mets entre parenthèses aussi. Et donc, qu'est-ce que je retiens? Je retiens le pur acte, les purs actes que je peux avoir. Je vois quelque chose, j'imagine, j'entends, je désire, j'éprouve des choses, c'est tout. Je retiens juste ça, mes vécus purs. Et donc ces objets correspondants, c'est-à-dire l'universalité des phénomènes au sens spécial et élargi de la phénoménologie, donc au sens de phénomène qui l'a défini, uniquement ces corrélats de la conscience. On peut dire aussi que l'époquet est la méthode universelle et radicale par laquelle je me saisis comme moi pur, avec la vie de conscience pure qui m'est propre, vie dans et par laquelle le monde objectif tout entier existe pour moi, tel justement qu'il existe pour moi. Donc c'est bien le monde entier, je continue à faire toutes mes expériences du monde, mais je les appréhende uniquement en tant qu'elles m'apparaissent à moi, en tant que c'est des corrélats de ma conscience, et pas en tant que je me demande comment ça existe en dehors de moi, etc. Donc juste en tant que corrélat de ma conscience. À vrai dire, le monde n'est pas pour moi autre chose que ce qui existe et vaut pour ma conscience dans un tel cogito. Tout son sens universel et particulier, toute sa validité existentielle, donc le fait qu'il existe, mais sous quelle modalité, etc., il les tire exclusivement de telles cogitationes, donc le latin pour les diverses formes de pensée et d'actes. En elle s'écoule toute ma vie intramondaine, donc aussi les recherches et les démarches ayant trait à ma vie scientifique. Donc ça veut dire que aussi toute ma vie naturelle, quotidienne, ma vie de travailleur, ma vie scientifique, tout ça en fait est inclus dans mes vécus, puisque je vis tout ça. Je vis le fait que je fais de la recherche scientifique. Je vis, ce sont des vécus, ce sont des actes, je me rends compte. Donc j'ai conscience de tout ça, évidemment. J'ai conscience, je me rends bien compte de ce que je suis en train de faire. Je me rends compte de tous mes actes de la vie quotidienne, y compris ceux qui impliquent évidemment mon corps, les autres, le monde. Mais encore une fois, donc tout ça, je l'inclus dans ma considération, mais uniquement en tant que corrélat de mes vécus. Uniquement en tant que je vis cela, et que c'est seulement en tant que je les vis que c'est une certitude pour moi. Ça existe avec certitude dans la mesure où je le vis. Ça, c'est indiscutable. Et donc, oui, tous mes vécus sont inclus dedans. Je peux donc me pencher sur n'importe lequel de mes vécus pour chercher quelque chose de certain. Si je me place, mais ça c'est parce que, encore une fois, très important à préciser, je peux faire ça tout en évitant l'objection que c'est du pur subjectif ou du pur arbitraire. Je peux le faire parce que ce n'est pas mon moi individuel avec toute son histoire qui est en jeu ici, c'est juste le moi pur, c'est-à-dire un moi qui pourrait être celui de n'importe qui. Tout le monde fait ses actes. Pas exactement ceux que moi je fais, mais le même type, exactement le même type d'acte. Et ce qui m'intéresse, c'est le type d'acte. Ce n'est pas ce qui m'arrive à moi, individu. Donc c'est pour ça que je peux dire la certitude est là. Il n'y a pas d'arbitraire. Si je me place au-dessus de cette vie tout entière et m'abstiens d'effectuer la moindre croyance existentielle qui pose le monde comme existant, si je vise exclusivement cette vie elle-même, dans la mesure où elle est conscience de ce monde, alors je me retrouve en tant qu'ego pur, ego, moi, avec le courant pur de mes cogitationes. Par conséquent, en fait, l'existence naturelle du monde dont je puis parler, donc du monde réduit phénoménologiquement, présuppose comme une existence en soi antérieure, celle de l'ego pur et de ses cogitationes. Donc, en fait, voilà, l'ego est premier. C'est la même certitude que chez Descartes. Le cogito est premier par rapport à tout ce qui sera objet. Le domaine d'existence naturelle n'a donc qu'une autorité de second ordre et présuppose toujours le domaine transcendantal. Et c'est là que vous voyez qu'il y a une inversion par rapport à l'approche scientifique habituelle, en tout cas des sciences naturelles, mais même aussi des sciences humaines
disons, expérimentale, hein, où on commence par poser l'objet. On dit, voilà, on a un objet devant nous et on va l'investiguer, mais l'objet est premier. Toute la démarche consiste à dire ce qu'est vraiment l'objet, mais parce qu'on suppose que c'est lui qui est donné. Alors qu'ici, on comprend par cette démarche que c'est les vécus de conscience qui sont premiers, que tous ces contenus des vécus, c'est parce qu'il y a des vécus qu'il y a des contenus, et pas l'inverse. C'est parce qu'il y a une conscience qui existe, et que cette conscience, elle peut faire une série d'actes, c'est parce qu'elle fait tous ces actes de conscience qu'il y a des contenus de ces actes, et pas l'inverse. Et c'est pour ça qu'on peut l'appeler transcendantale. C'est ça que veut dire transcendantale, c'est qu'elle est de conditions de possibilité pour les phénomènes. C'est pourquoi la démarche phénoménologique fondamentale, c'est-à-dire l'époquet, la suspension, transcendantale, dans la mesure où elle nous mène à ce domaine originel, s'appelle réduction phénoménologique transcendantale. Et le mot réduction, c'est un synonyme pour suspension. Donc phénoménologique, la démarche s'appelle phénoménologique parce qu'elle purifie les objets comme purs phénomènes, et elle s'appelle transcendantale parce que la conscience est condition pour qu'il y ait un monde. C'est le monde tel qu'il est pour une conscience. Alors, à quoi ça sert de faire tout ça? Quel est le but de Husserl? Le but de Husserl, c'est d'arriver à une connaissance eidétique, des vécus de conscience, et par là aussi du monde. Vous avez le mot eidétique là. Qu'est-ce que ça veut dire eidétique? Ça veut dire, c'est basé sur le mot grec eidos, qui signifie essence, forme ou essence. Mais ici, c'est dans le sens d'une essence. Ce qu'on cherche, c'est bien à fonder une science, et la science, elle est connaissance des généralités, c'est-à-dire des essences. C'est dans ce sens-là. Donc on va chercher qu'est-ce que c'est que la perception en général, qu'est-ce que c'est que l'émotion en général, mais on ne va pas chercher qu'est-ce que c'est telle ou telle perception en particulier, hein, qui intéresse tel individu. Donc c'est pour ça qu'on cherche l'essence de tous ces phénomènes. Et donc, on peut dire aussi que ces essences sont des invariants, c'est-à-dire quand on peut varier une multiplicité d'expériences, et l'invariant, c'est l'essence de cette expérience, enfin c'est l'essence de cette chose étudiée. Donc, comme caractéristique de la conscience dans la phénoménologie, on peut dire qu'elle est réflexive. Alors, c'est très important que la conscience soit réflexive, puisque ce qu'elle va étudier en premier lieu, ce qui est l'indubitable, la certitude pour elle, c'est les vécus. Mais les vécus, c'est déjà de la conscience. Chaque vécu est une conscience, chaque acte est une conscience. Donc il y a conscience au sens de actif, de ce qui est en train de se passer. Mais pour saisir cet acte, il faut une deuxième conscience. Il faut un deuxième acte de conscience qui saisisse ce premier acte de conscience. Donc par exemple, je dis, je suis conscient que je perçois, ou bien je doute que je vous vois en ce moment, je doute, ou ça me fait plaisir, je prends plaisir, donc je prends une conscience de plaisir du fait que je vous vois devant moi, etc. Donc chaque fois, là, je prends ce qui est déjà un acte ou un vécu comme objet d'un deuxième acte ou vécu. Ça, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. C'est comme ça aussi que, disons d'une manière plus ordinaire, on peut dire « je réfléchis sur moi-même », je me prends en investigation, en objet d'investigation pour moi-même, donc c'est la réflexivité aussi dans ce sens-là. Donc c'est la réflexivité qui permet cette étude transcendantale, puisque si je n'avais pas la possibilité de saisir mes propres vécus, je ne pourrais pas examiner comment fonctionne la conscience, donc je ne pourrais pas non plus examiner les objets de la conscience, et donc je ne pourrais rien connaître, rien du tout. Si je n'avais pas cette réflexivité, je ne connaîtrais rien du tout. Donc c'est fondamental. Alors une autre caractéristique, on l'a vu, et qui est tout à fait fondatrice pour la conscience, c'est l'intentionnalité. Ça, donc je l'ai dit, c'est le fait qu'elle ait toujours conscience de quelque chose. Donc elle a toujours son cogitatum, donc le penser par rapport à l'acte de penser. Et alors à partir de cette installation méthodique, Husserl peut commencer à faire une typologie des vécus et à distinguer différents types de vécus entre eux. Et donc, c'est quelque chose qui a l'air difficile parce qu'on se dit, si on ne sait pas
et si on ne veut même pas s'interroger sur l'existence des objets extérieurs, comment est-ce qu'on peut distinguer par exemple une perception d'une imagination? Parce qu'en général on dit ça, une perception c'est une perception d'un objet qui est effectivement là dans le monde, tandis qu'une imagination c'est un objet que je prends simplement dans mon esprit et qui ne se trouve pas en ce moment devant moi, ou qui n'a pas besoin de s'y trouver, qui n'a même pas besoin d'exister, ça peut être une imagination de quelque chose de tout à fait fictif, tout à fait inventé. Donc si j'abolis cette distinction, enfin si je ne crois plus en l'existence du monde extérieur, comment je fais encore une distinction entre les deux? Eh bien, c'est ça l'intérêt de la méthode, c'est Husserl dit, en fait, si on examine nos propres vécus et qu'on compare comment ça se passe quand on perçoit et comment ça se passe quand on imagine, en fait, on détecte une différence fondamentale qui est que pour percevoir quelque chose, je suis obligée de procéder par de multiples aspects, je suis obligée de multiplier mon approche de la même chose. Donc, je prends l'exemple très familier, je regarde un arbre, mais cet arbre, donc, il est à une certaine distance de moi. Donc, je parle d'une perception telle que je la vis. Donc, telle que je la vis, je vois un arbre à une certaine distance de moi, même si je ne sais pas ce que c'est cette distance, je ne sais pas si elle existe, etc. Donc, mais telle que je la vis, ça m'apparaît comme ça. Cette distance, il m'apparaît, de manière tout à fait vécue, que je peux la diminuer ou l'augmenter. Donc je peux me rapprocher de l'arbre et je le vois mieux. Je peux m'éloigner et je le vois moins bien. Je peux tourner autour de l'arbre et je vois son autre face. Je peux éventuellement le voir dans des lumières, des luminosités différentes et voir un autre aspect. Pour certains objets, je peux les manipuler plus encore, je peux les découper pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, je peux les observer au microscope pour voir de quoi ils sont composés. Donc en fait, je peux multiplier toutes les approches, et ça c'est la perception. Et alors, pour pouvoir faire tout ça, sans me poser le fait que j'ai un corps, je peux quand même dire que je dois vivre cette démarche de ou bien me déplacer moi, ou bien déplacer l'objet, ou le manipuler d'une façon ou d'une autre. Je peux dire que j'ai ce vécu. J'ai ce vécu de tourner autour de l'arbre, et je dois l'avoir. Par contre, si j'essaye d'imaginer seulement un arbre, si je ne fais que l'imaginer, j'ai le vécu que je n'ai pas du tout besoin de tourner autour de lui pour voir son autre face. J'ai le vécu que je le tourne comme ça, tout seul. Donc, je n'ai pas le même vécu, vous voyez ? C'est ça qui compte, c'est analyser mes propres vécus. Qu'est-ce qui se passe ? J'imagine l'arbre, je le fais tourner, je vois l'autre face, j'imagine que je le coupe en deux, j'imagine que je le scie en petites allumettes, tout ça, c'est tout à fait autre chose que quand j'ai le vécu de devoir le faire réellement, de devoir le faire dans une perception, ce que j'appelle une perception. Donc voilà comment je peux, au niveau même de mes vécus, faire des différences fondamentales. Et je peux aussi me rendre compte que cette imagination n'est possible que si j'ai déjà eu une perception de ce même objet. Donc faire tourner l'arbre, c'est possible si j'ai déjà un jour tourné autour d'un arbre. Sinon, ce ne serait pas possible. Je ne saurais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je ne saurais pas ce que c'est. Donc, c'est comme ça que Husserl en vient à dire la perception, c'est la donation originaire. La donation, c'est-à-dire un objet qui se donne à moi, que je reçois, qui m'apparaît, de manière originaire, c'est la toute première. Et donc il y a besoin de celle-là pour avoir toutes les autres. Donc si vous voulez, il retrouve quelque chose qu'on a aussi dans la méthode empirique, par exemple, où on part du donné sensoriel, mais il le retrouve avec un degré de certitude tout différent, puisqu'il n'est jamais sorti de ses cogitationes. Il est toujours au niveau de ce qui est une évidence pour lui. Donc ce n'est plus sujet aux mêmes objections. Alors, on peut aussi faire d'autres distinctions, en restant dans cette suspension phénoménologique, des distinctions dans l'attention, donc dans les degrés de conscience qu'on peut avoir des choses. Par exemple, si mon attention est focalisée sur un certain objet, autour de cet objet, j'ai un champ avec des degrés qui s'estompent de plus en plus, avec de moins en moins de précision ou de netteté, mais ce champ, il est potentiellement aussi net que le reste, il est potentiellement sous mon attention, donc je peux me tourner vers un autre objet
et le mettre sous la pleine attention, je peux le porter, et donc le faire passer à l'actualité. Donc je peux avoir un niveau de conscience seulement potentiel ou actuel, inactuel ou actuel. Et c'est vrai qu'on a tendance à prendre des exemples de perception, mais ça marche aussi bien avec l'imagination. En fait, j'ai en moi une énorme réserve d'imaginables, de choses imaginables qui font partie de ma conscience, mais d'une conscience qui n'est pas toujours sous mon attention. Parce que je peux les susciter quand je veux, c'est-à-dire les actualiser quand je veux. Donc ils font partie de ma conscience en fait, mais d'une conscience inattentive à ce moment-là. Et donc vous voyez aussi que c'est aussi une manière alternative d'évoquer ce qu'on appelle parfois l'inconscient, mais seulement une partie de l'inconscient, parce que c'est seulement ce qui est susceptible de devenir conscient. Par contre, si on définit l'inconscient comme ce qui est par principe inaccessible, alors ça ne fait pas partie non plus du champ phénoménologique. Et alors, enfin, on arrive à un gros morceau dans la théorie phénoménologique, c'est la temporalité de la conscience. Temporalité dont on va montrer qu'elle est originaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un stade qui est la naissance et la condition de possibilité de tout. Alors, comment on y arrive? On pose d'abord qu'il y a des objets qui sont en eux-mêmes temporels, c'est-à-dire que ce sont des objets qui ne se donnent que comme des durées, qui n'ont de sens que comme des durées, qui n'ont pas de sens dans un instantané. L'exemple, c'est la mélodie. C'est une mélodie. Alors c'est un exemple que Husserl n'a pas inventé le premier. Il avait déjà été évoqué par un philosophe et psychologue qui s'appelle Brentano, qui est d'ailleurs le professeur de Husserl. C'est lui c'est par lui que Husserl est arrivé à la philosophie, enfin notamment, et par Bergson aussi. Bon, si jamais vous avez une petite connaissance de Bergson, lui aussi avait fait cette expérience de la mélodie pour asseoir son concept de durée. Alors, mais Husserl fait une analyse extrêmement détaillée de cet objet en rapport justement avec nos vécus de conscience et pour remonter à la temporalité originaire de la conscience. Et cette analyse, c'est celle-ci. C'est qu'une mélodie, en fait, pour pouvoir la percevoir, on ne peut pas se contenter d'entendre un son, et puis un autre son, et puis un autre son, de manière indépendante et séparée l'un de l'autre. Donc, toute perception est perception au présent. Je perçois quelque chose maintenant, et si je veux représentifier une perception qui a été faite dans le passé, ce ne sera plus une perception que je ferai, ce sera un souvenir, une mémorisation. Ce sera une remémoration de quelque chose qui a déjà été perçu. Donc la perception, ça se fait au présent. Mais une mélodie, c'est long, ça dure. Et si on ne faisait que percevoir au présent chaque son séparé, ça ne nous donnerait jamais le tout. Parce que c'est le tout qui donne son sens à la mélodie. C'est les rapports entre les sons, c'est les rapports de ton entre les sons qui nous donnent ce que c'est qu'une mélodie. Une musique doit absolument être un ensemble de rapports entre des sons. Si vous prenez chaque son séparé, vous n'avez jamais la musique, vous ne pouvez pas la reconstituer. Donc comment se fait cette continuité? Alors Husserl dit, eh bien, il n'y a qu'une solution, il faut élargir la perception à un présent dilaté, en quelque sorte, qui inclut un peu de passé et qui inclut un peu d'avenir. Et ce passé, comment il se constitue? C'est que voilà, je perçois un son au présent, mais ensuite ce son, au moment où il est remplacé par le son suivant, que je perçois au présent, le son que j'avais perçu d'abord, je le retiens, il y a une rétention de ce son. Ce n'est pas une mémoire, c'est à l'intérieur de ma perception qu'il y a encore cette rétention, mais marquée différemment, marquée comme ce qui vient juste de passer. Et puis, je perçois encore un son suivant, celui-là, c'est au présent, c'est à l'instant présent que je le perçois. Celui que je viens de marquer de juste passé devient antérieur au juste passé, et celui que je viens de percevoir devient juste passé. Et ainsi de suite. En fait, je les retiens, mais de manière de plus en plus vague, de plus en plus estompée. Mais ça me suffit pour justement donner sens à cette mélodie, à cette continuité, à cette durée qui continue à courir et à ces écarts entre les sons et à cette signification qui prennent l'un par l'autre. Donc, dans ma perception,
est inclus une rétention de ce qui vient juste de passer, marquée comme passé. Marquée comme passé, c'est ça qui est important. Et en même temps, j'ai aussi une certaine anticipation de ce qui va venir après, parce que je sais que la mélodie continue, ce n'est pas le son final, j'attends ce qui va suivre. C'est ça le sens de la mélodie aussi, c'est que je sais que le son ne s'arrête pas mais continue, donc j'attends ce qui va suivre, et cette anticipation, ce n'est pas une imagination du futur, c'est pas une imagination, c'est ce qu'il appelle donc une protension, hein, parallèle à la rétention. Donc ça fait déjà partie de la perception en somme. Et donc ça me donne en fait ces trois dimensions du temps, hein, présent, passé et futur sont en fait rassemblées dans une même synthèse, comme il dit, hein, une même synthèse d'appréhension. Je prends les trois ensemble. Et ça m'indique en premier lieu qu'il y a bien des objets tout à fait particuliers, des objets temporels, que je ne peux vraiment appréhender que comme ça. Sinon, je ne peux les identifier que comme ça. Je ne peux dire ce qu'ils sont que comme ça. Ça, c'est une chose. Mais ça me dit aussi une conséquence plus importante, c'est que pour que la conscience puisse marquer de cette façon certains objets comme présents, d'autres comme passés, d'autres comme futurs dans une même perception, en fait, il faut qu'elle-même, elle soit une durée. Il faut qu'elle-même soit une durée. Ça s'inscrit, en fait, ça vient s'inscrire dans une durée qu'elle est elle-même. Sinon, comment elle pourrait retenir un processus duratif si elle-même n'est pas une durée, hein? Si elle-même n'était que des vécus instantanés, comme ça, atomisés, si vous voulez, hein? Un vécu, un autre vécu, un autre vécu. Comment elle pourrait retenir une durée? Non, il faut qu'elle soit elle-même une continuité durative. Et donc, en fait, cette continuité, elle doit être à la fois donc une synthèse et une différenciation. C'est une continuité différenciante puisqu'elle doit différencier ce qui est présent de ce qui est juste passé, un petit peu plus passé, juste à venir, un petit peu plus à venir, etc. Et donc, il dit que c'est une temporalité constitutive. Constitutive parce que elle est même la condition de mes vécus. Elle est la condition pour que j'ai des vécus dont je puisse avoir conscience comme étant présent ou passé ou à venir. Pour que je puisse situer mes propres vécus, il faut que dans ma conscience, il y ait quelque chose d'encore antérieur à ces vécus. Et cette antériorité, c'est une pure durée. C'est juste, je dure, moi-même, je dure, comme conscience, hein, moi-même comme conscience, je dure. Et Husserl dit, c'est même pas un flux, parce que les vécus, il dit, c'est un flux de vécus, hein, il y a un flux de vécus, j'ai constamment des vécus, puisque à tout moment, je suis consciente de quelque chose. Hein, sauf quand je dors et que je ne rêve pas, mais sinon, à tout moment, je suis consciente de quelque chose et ça n'arrête pas de se succéder, etc. Ok, ça c'est un flux de vécu, ou un courant de vécu, ininterrompu. Mais ça, cette temporalité, cette durée pure qui en est la condition, c'est même pas un flux, puisqu'il n'y a rien qui flue, il n'y a rien qui court. C'est plus originaire encore qu'un flux. Et Husserl l'appelle aussi la subjectivité absolue. Absolue au sens de « elle ne dépend plus de rien d'autre ». C'est vraiment ce qui est originaire, ce dont tout le reste dépend. Cette durée-là, tout le reste en dépend. Et c'est vraiment la durée de la conscience de soi, la plus basique, le plus au fond de nous. Donc on peut atteindre, comme vous voyez, quelque chose de très 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 profond qui est le fondement de toutes les temporalités. Après, quand on va penser à la temporalité du monde, on devra aussi s'appuyer sur cette durée-là. Parce que sinon, il n'y aurait pas dans le monde de passé, de présent et de futur. C'est nous qui le mettons aussi dans les objets. Donc voilà encore quelque chose qu'on peut acquérir par cette méthode. Alors je m'arrête là pour Husserl. Je vais vous dire quelques mots de ce que Sartre a ajouté par rapport à lui. Bon, Husserl, il développe encore des tas de choses. Hein. Il a écrit énormément. Il décompose de manière extrêmement méticuleuse. Il décrit tout ce qui peut bien se passer dans nos actes de conscience. Donc c'est très, très, très étendu. Mais bon, j'ai donné, je crois, l'aperçu des choses les plus fondamentales. Et c'est intéressant de voir ce que Sartre modifie ou ajoute. Parce que peut-être que ça va les pensées de Sartre nous sont plus familières, en fait, rejoignent quelque chose qui, chez Husserl, nous paraît peut-être trop abstrait ou trop limité. Alors, trop limité parce que, volontairement,
il s'est limité au phénomène. Et volontairement, il va falloir qu'à partir de là, il reconstruise notre connaissance, par exemple d'autrui. Il va y avoir tout un développement chez Husserl pour dire mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il existe d'autres consciences, d'autres êtres humains qui sont des consciences les mêmes que les nôtres. Tout ça doit être reconstruit. Bon, il arrive à le faire, plus ou moins, mais enfin... disons que Sartre va en venir de manière peut-être plus familière, mais en bénéficiant de toute la méthode de Husserl. Donc Sartre, qu'est-ce qu'il ajoute? D'abord, la phénoménologie ne doit pas être confondue avec le esse espercipi, qui est rendu célèbre par le philosophe anglais Berkeley. Esse espercipi, ça veut dire être, c'est être perçu. Et donc ça aussi, c'est un aspect, on peut dire, d'un scepticisme assez radical. Donc c'est un scepticisme sur l'existence indépendante des choses qui ramène tout à la perception. Donc c'est dire, en fait, le monde n'existe pas en lui-même, il n'existe qu'en tant que nous le percevons. Il n'existe que ce que nous percevons. C'est vraiment un scepticisme assez fort. Et on pourrait croire que la phénoménologie, c'est ça aussi, c'est de dire, puisqu'on envisage les choses qu'en tant qu'on en est conscient. Mais Sartre précise pourquoi c'est différent, parce que la thèse de Berkeley ne peut pas tenir. Premièrement, si on dit que être, c'est seulement être perçu, pour que quelque chose soit, il faut que la perception existe. Parce que si je dis être, c'est être perçu, et en plus, il n'y a rien qui perçoit, alors il n'y a rien du tout qui est. Donc Berkeley, il a oublié de préciser, donc il faut dire que quelque chose perçoit. Et donc ça veut dire, ce qui perçoit, ça existe. Ça existe sans nécessairement être perçu. Donc cet être perçu, c'est faux. Être, c'est plutôt percevoir. Donc, première remarque du côté qui permet à Sartre de revenir à la certitude du cogito. Ce qui est certain, c'est que je perçois. La perception, elle est certaine. Mais alors, il ajoute aussi, et ça, c'est pas sûr que Husserl serait d'accord, il ajoute aussi qu'il faut que l'objet, le phénomène, ait aussi un être indépendant de la conscience. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans un état de conscience, quand on essaye d'examiner nos états de conscience, en fait, on se rend compte que la conscience, alors je vais le dire dans ces termes, elle naît, donc du verbe naître, elle naît portée sur un être qui n'est pas elle. C'est-à-dire la conscience, elle apparaît immédiatement au beau milieu du monde, au beau milieu des objets. Quand elle apparaît en se disant « je suis consciente de ceci ou de cela ». Dès qu'elle est consciente, en vertu de l'intentionnalité, elle est consciente de quelque chose. Mais donc ce quelque chose, ce n'est pas elle qui le crée, ce n'est pas elle qui le produit, donc ça devait être déjà là. Elle n'est portée sur ce monde, elle arrive et découvre des objets en fait. Si elle découvre des objets, la conscience, il faut qu'ils existent indépendants d'elle, il faut qu'ils soient déjà là. Et qu'on retrouve en fait cette idée que la conscience, elle a vraiment une naissance. Si vous essayez vous pouvez faire l'expérience, pas de votre premier état de conscience, parce qu'il faudrait remonter loin, mais par exemple du premier état de conscience quand vous vous réveillez, quand on se réveille du sommeil, en fait on prend de nouveau tout à coup conscience du monde, et à ce moment-là, on a la certitude que ce monde était là, qu'au moment où on en prend conscience, il était là. Bon, donc, à partir de là, Sartre définit deux régions totalement différentes de ce qui existe. Il y a la région de ce qui était là avant la conscience et indépendamment d'elle, qu'il appelle l'en-soi, l'être ou l'être en soi, et la région de la conscience, qu'il appelle le pour-soi. Il appelle le pour-soi aussi parce que c'est ce qui a cette réflexivité. Alors, par ailleurs, Sartre, il distingue à côté de cette conscience réflexive, il distingue une conscience de soi qui n'est pas réflexive, une conscience de soi non réflexive. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la conscience réflexive chez Husserl en disant quand je saisis par un acte de conscience un autre de mes actes de conscience, je me saisis en quelque sorte moi-même, c'est une réflexivité. Mais Sartre dit il y a une conscience de soi qui n'est pas réflexive, qui est pré-réflexive, qui est là plus originairement. Et en fait, c'est une conscience de soi qui accompagne toute conscience d'objet.
Donc, quand je dis je suis conscient de quelque chose, j'ai à la fois l'évidence de ce quelque chose, quel qu'il soit, hein, peu importe son statut, j'ai à la fois cet objet qui se présente à moi, mais j'ai aussi la conscience que c'est moi qui le reçois. J'ai tout le temps la conscience que c'est de moi qu'il s'agit, que c'est moi qui reçois cet objet, que c'est moi cette conscience. Donc j'ai une conscience de moi constante. Même si je ne dis pas moi, même si je ne dis pas je, même si enfin, à tout moment je ne me fais pas la remarque, tiens, je suis en train de voir, tiens, je suis en train de... Je ne dis pas ça. Mais en fait, sans le dire, j'ai constamment cette présence de moi-même. Je suis constamment présent à moi-même, en fait. Je suis constamment conscient que je suis moi, que je suis là, que je vis, hein, que, vous voyez, mais c'est pas explicite, c'est une conscience non explicite. Et donc il l'appelle une conscience non positionnelle ou non thétique de soi. Oui, bah, il y a un petit extrait à lire là. La condition nécessaire et suffisante pour qu'une conscience connaissante soit consciente de son objet, donc la condition pour qu'on puisse saisir un objet, c'est qu'elle soit consciente d'elle-même comme étant cette connaissance. Donc, si en fait je n'avais pas cette présence à moi, si je n'avais pas cette familiarité avec moi-même, si je n'avais pas ce jeu dans le « je pense » de Descartes déjà, hein, en fait, un objet ne pourrait pas m'apparaître à moi, il ne serait pas un phénomène, il n'apparaîtrait à personne. C'est comme s'il y avait une image qui flottait nulle part. Or, ce n'est pas ça qu'il y a. Il y a une conscience d'une image, il y a la conscience et il y a l'image, il y a les deux. Donc, la condition pour qu'il y ait un objet, c'est qu'il y ait aussi la conscience de l'objet. Et cette conscience, elle doit, d'une certaine manière, savoir qu'elle est en rapport avec un objet. Je sais que je vois un objet, à chaque fois que je le vois. Cela ne suffit certes pas pour me permettre d'affirmer que cette table existe en soi. Hein, bon, je ne sais pas, hein, je ne sais toujours pas. On est toujours dans la phénoménologie, donc je ne sais toujours pas si elle existe par elle-même, mais bien qu'elle existe pour moi. Je sais qu'elle existe pour moi. Cette conscience spontanée de ma perception est constitutive de ma conscience perceptive. C'est simplement, si je dis que je perçois, c'est que je sais que je perçois. Ou encore, sentir, c'est savoir qu'on sent. C'est être conscient qu'on sent. Sinon, ce ne serait pas sentir. Si je sentais que je n'étais pas conscient que je sens, bah, je ne sentirais pas. En d'autres termes, toute conscience positionnelle d'objet est en même temps conscience non positionnelle d'elle-même. C'est la phrase presque iconique. Alors, une autre chose qu'ajoute Sartre, et peut-être que Husserl n'est jamais vraiment arrivé à terminer, parce qu'il mettait toujours tellement de temps pour décortiquer, et puis il a laissé beaucoup d'œuvres posthumes, bon, donc c'était pas toujours très clair après de publier tout ça. Mais quelque chose que Sartre nous restitue et dont on a besoin, c'est justement comment est-ce qu'on retrouve les autres consciences, autrui, et comment est-ce qu'on me restitue mon corps? Parce que quand même, c'est difficile de continuer à douter constamment de son corps. Donc, comment est-ce que je le retrouve? Et Sartre dit, en fait, quand je parle du pour soi, hein, quand je dis cette région d'être que j'ai découverte par le cogito, hein, de la même façon, avec la suspension phénoménologique, etc., cette région d'être dont je suis absolument certain et qui est moi-même, qui est ma conscience, ce pour soi, en fait, il n'est pas limité à la conscience. Ce dont je suis certain, ce n'est pas seulement une conscience. En fait, je suis conscient de mon corps pour moi. Il distingue, Sartre, le corps pour soi et le corps pour autrui. Le corps pour autrui, c'est le corps phénoménal. C'est le corps qui est un phénomène les uns pour les autres. Donc là, je vois vos corps, vous voyez mon corps exactement comme on voit n'importe quel autre objet du monde. Donc c'est un corps qui apparaît comme un phénomène. Un corps qui apparaît comme un phénomène. Et ça, c'est en extériorité. C'est de l'extérieur, c'est comme objet qu'on appréhende ces corps. Mais mon propre corps, en fait, c'est pas comme ça qu'il se donne à moi. Pour moi-même, il n'est pas ça. Pour moi-même, il n'est pas d'abord une image, hein, comme les vôtres sont des images visibles. Pour moi-même, il n'est pas ça. Pour moi-même, il est ce qui fait intégralement partie de ma vie, ce qui fait partie de mes vécus, ce sans quoi je ne pourrais pas avoir certains vécus. C'est-à-dire, quand j'ai le vécu, c'est-à-dire l'épreuve de me déplacer implique que
je modifie ma perception, je modifie ma distance par rapport aux objets, donc c'est une modification de mes vécus, donc c'est certain que cette chose-là arrive, et cette chose-là, en fait, elle n'arrive pas par la pure conscience. La pure conscience, c'est quelque chose qui n'est pas spatial, c'est temporel, on l'a vu, mais ce n'est pas spatial, la pure conscience. La pure conscience, c'est une saisie de quelque chose, ce n'est pas spatial, ce n'est pas étendu dans l'espace. Mais pour que je puisse modifier ma distance par rapport aux objets, il faut que moi-même je sois spatial. Comment je peux être spatial si je n'ai pas de corps? Donc cette spatialisation en fait que j'opère par rapport à mes objets, cette spatialisation, c'est ça le corps, dit Sartre. Mon corps, c'est ma spatialisation par rapport aux objets. C'est le fait que je suis au milieu des objets, que pour voir derrière, je tourne. C'est pas ma conscience qui tourne. C'est pas ma conscience qui tourne. Et donc, il faut dire qu'il y a un ensemble, conscience et corps pour soi, qui constitue ensemble le pour soi. Et que le corps, par conséquent, est un vécu aussi certain, aussi indubitable que tous les vécus de conscience. Donc ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'il a ajouté au cogito, d'une façon tout aussi certaine, l'épreuve du corps, mais telle uniquement qu'on le voit pour soi-même, qu'on ne le voit pas justement, mais qu'on l'éprouve pour soi-même. Et c'est impossible de faire cette expérience pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je peux, par analogie, supposer que vous faites exactement la même chose que moi. C'est-à-dire que vous avez exactement le même rapport à votre propre corps que moi à mon propre corps. Je le suppose par analogie. Et parce qu'on peut en parler, etc. C'est juste, Sartre dit, infiniment probable, mais ça ne dépasse pas le stade du probable. Je ne peux pas dire c'est une certitude. En revanche, pour moi-même, je peux dire c'est une certitude. Donc du coup, je me trouve devant la difficulté, mais alors autrui, les autres, ils n'ont pas plus de certitude pour moi que ça, que n'importe quel autre objet, ou que cette analogie. Eh bien si, mais par une toute autre épreuve qui est aussi un nouveau cogito indubitable, et c'est l'épreuve de la honte. De l'émotion de honte, qui naît du regard d'autrui. Alors, Sartre dit, il arrive que j'éprouve de la honte, et que donc cette honte, c'est une émotion, donc je ne dois pas douter, puisque c'est une expérience évidente pour moi, j'ai cette honte, je n'en doute pas plus que de tous mes autres actes, mais cette honte ne peut pas s'expliquer s'il n'existe pas d'autres consciences que moi-même, et d'autres consciences pareilles à la mienne. Elle ne peut pas s'expliquer autrement. Pourquoi? Parce que, alors il fait une mise en scène, il dit, supposons que je me trouve devant une porte, je suis en train de regarder par la serrure, parce qu'il y a une scène derrière qui m'intéresse, et je regarde par la serrure, et puis tout d'un coup, je sursaute parce que j'entends des pas dans l'escalier, et donc j'ai honte. Alors il faut suspendre toute idée de culpabilité morale. Ce n'est pas par culpabilité morale. Je pourrais aussi bien être surpris en train de faire quelque chose qui n'est pas spécialement répréhensible, mais tout d'un coup, je sens la présence de quelqu'un d'autre. Je me croyais seule et je sens tout d'un coup la présence de quelqu'un d'autre. Je peux éprouver cette honte. À ce moment-là, je n'aurais pas honte d'avoir fait quelque chose de mal, mais j'aurais l'impression, dit Sartre, d'être transformée de pour soi que j'étais en pour autrui. C'est-à-dire j'aurais l'impression d'être transformée en phénomène. Donc on m'a volé ce qui est le plus important pour moi, qui est la liberté de ma conscience, qui est le fait que moi comme conscience je suis tout à fait libre. J'ai l'impression que ça m'est volé parce que quelqu'un tout d'un coup me prend comme un objet. Pour moi je suis un pur sujet, mais lorsque j'ai tout d'un coup conscience que quelqu'un me surprend, je deviens un objet pour lui, de la même manière que les autres sont objets pour moi. Et donc tout d'un coup, j'ai honte, en fait, d'être réduit à un stade ontologique inférieur. Je ne suis plus qu'un objet. Je n'aurais pas cette honte si je n'étais pas certain que l'autre a vraiment ce vécu de perception où il m'identifie, etc. Je n'aurais pas cette honte. Si je l'ai, si j'ai cette impression de perdre ma liberté ontologique, c'est parce que je suis certain, en fait, je suis absolument certain que cet autre, identique à moi, comme conscience, existe. Et donc, en fait, j'ai placé autrui comme une condition de certains vécus qui sont évidents pour moi. Donc, autrui est évident.
existe évidemment. Et donc voilà quelques avancées encore donc, de Sartre qui publie en 1943. Ça c'est en 1943 dans L'être et le néant. C'est pas tout non plus ce que dit Sartre par rapport à Husserl, mais bon, je crois que je m'arrête ici parce que peut-être, comment dire, la conscience se relâche au bout d'un certain temps. Donc,